conflit, ça existe. Ce conflit, il existe à peu près, ça fait une quinzaine d'années. Donc, ça fait 20 ans que moi, je travaille au sein de cette enseigne-là, qui est une enseigne qui soigne son image, mais qui ne prend pas soin de ses salariés. Donc, il y a une quinzaine d'années, les pointeuses n'existaient pas. Donc, on a réussi à mettre une pointeuse en place pour pas que on essaye d'abuser sur nos heures et essayer aussi d'avoir une traçabilité de notre pointage. Sur le temps de repos, sur l'amplitude horaire. Donc il y a eu vraiment une construction sociale. Et tout ça, c'est passé par des nombreuses luttes qu'on a réussi à obtenir un simple 13e mois. À l'époque, ce n'était pas un 13e mois, c'était une prime dite 13e mois. Ce conflit dure depuis très longtemps. Ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on essaie d'obtenir des simples droits pour des salariés. Moi, ça fait 20 ans que je travaille au sein de cette multinationale. Je suis né dans des quartiers défavorisés, dans des quartiers là où le chômage est très élevé. Et là où la fracture sociale existe par de nombreuses choses qu'on voit aujourd'hui dans la vie, c'est la déscolarisation, la violence, L'insalubrité des logements. l'insalubrité, les logements. Donc on avait toutes les conditions réunies pour échouer dans notre vie. Et il y a pas mal de jeunes qui essayent de pouvoir s'en sortir dans ces quartiers-là. Ils essayent de pouvoir gagner leur vie dignement. Mais ces jeunes-là, quand on ne leur donne pas l'opportunité de pouvoir s'en sortir, eh ben, l'être humain, il est né comme ça, il est comme ça, il aime être reconnu et surtout, il a envie d'exister. Et ces jeunes, quand ils ouvrent le frigo de leur maison, ils voient que le frigo il est vide. Et quand ils regardent la situation de ses parents, la seule solution qui lui reste, c'est de descendre devant le bloc et de tenir les murs et rentrer dans une spirale que les différents gouvernements qui nous ont précédés, qui a aujourd'hui, qui ont accentué cette fracture sociale, par le manque d'accompagnement, par le manque de moyens de pouvoir s'intéresser à cette jeunesse, parce que cette jeunesse est notre richesse aujourd'hui. Et aussi, ce qui est malheureux, c'est que ces jeunes-là, on les pointe à chaque fois du doigt. Donc, quand on les pointe du doigt, c'est normal qu'on les stigmatise, qu'on les voit violents. Mais en fait, on se rend compte que l'émetteur et le récepteur ne sont pas au même niveau. Parce que ce qu'on essaye de dénoncer, et pas mal de personnes qui travaillent dans ces quartiers-là, on dit tous de la même. Tous on porte la même voix pour leur dire, au lieu de pointer ces jeunes-là du doigt, essayons de leur tendre la main. Et ces jeunes-là, ils demandent qu'on puisse leur tendre la main. Je reviens à ma situation à moi. McDonald's m'a tendu la main. J'ai réussi à rentrer au sein du restaurant de Saint-Barthélemy. C'est un restaurant qui est dans les quartiers nord, qui s'est inscrit, qui s'est installé plutôt dans ces quartiers défavorisés pour essayer de créer du dynamisme, essayer de donner un lieu ou créer un lieu de vie, de partage, de rendez-vous. Donc nous, en tant que jeunesse de ces quartiers-là et les associations qui ont accompagné ce projet, on a cru à ce rêve-là, ce rêve de McDonald's. On était loin de savoir que McDo était une entreprise immobilière. Immobilière. Nous, exactement immobilière, parce que McDonald's,
délèguent leur enseigne à des franchisés. C'est eux qui ont la responsabilité de la gestion de leur magasin, mais ils vendent que leur image. Et mobilière, parce que McDonald's investit sur l'immobilier, parce que pour eux, un McDonald's est rentable du moment quand on pose la marque. Il y a tant de pourcentage pour la marque, mais il y a tant de pourcentage aussi de loyer. Est devenu presque une agence immobilière. On l'explique très bien dans Le Fondateur, le film McDonald's. Et quand je me suis intéressé un peu à la gestion et voir que McDonald's nous a donné l'esprit d'équipe, et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait pas mal de choses à améliorer, il y avait pas mal de choses à pouvoir construire pour l'intérêt commun. Et nous, ce rêve-là, eh ben, on a essayé de le réaliser au sein du restaurant de Saint-Barthélemy et même dans le département. À l'époque, on appartenait à un franchisé qui avait 24 restaurants, qu'on était plus de 1200 salariés. Donc, je me suis intéressé au syndicalisme. Donc, je suis militant de naissance, parce que quand on est né dans des quartiers populaires, on n'a pas le choix que de lutter depuis notre naissance. Donc, le premier jour où je suis rentré à McDo, ma plus grande joie, c'était ma première fiche de paye. C'est d'essayer de pouvoir remplir le frigo. Parce que je suis un enfant d'une famille défavorisée, mais une grande famille, parce qu'on est 5 enfants. Donc pour mes parents qui sont au chômage, c'est difficile de pouvoir accéder à des choses comme des habits de marque, ou de pouvoir remplir son frigo et essayer de joindre les deux bouts du mois. Donc j'ai essayé de me bagarrer et de dire que voilà, aujourd'hui, nous, jeunesse des quartiers populaires ou des quartiers défavorisés, au lieu de nous stigmatiser, apprenez à nous connaître. On n'est pas des gens violents, on n'est pas des gens... Certes, on a du mal à s'exprimer. C'est pour ça que des fois, quand une personne qui a du mal à trouver les mots ou s'exprimer, c'est la colère qui prend le dessus. Et de là, moi, j'ai appris au sein de ce restaurant à pouvoir me resociabiliser, à travailler en équipe, à essayer de apprendre c'est quoi le partage. Et on a passé des galères, parce que on a connu des moments très très difficiles par rapport à l'impact de la L2. C'est l'autoroute c'est un projet qui existe plus de 30 ans. Donc que ce restaurant-là a été impacté, et même avant que le projet atteigne le niveau de Saint-Barthélemy, ce restaurant devait disparaître. On s'est bagarré corps et âme pour pouvoir le maintenir. C'est quoi la situation dans le quartier aujourd'hui économiquement? Les entreprises, elles sont présentes, les services sociaux sont présents? Les services sociaux, oui, parce que quand il y a la précarité, ils sont là et pour faire leur travail. Et je pense qu'ils sont tellement débordés qu'ils n'arrivent pas à résoudre tous les problèmes. Les centres commerciaux ferment, parce que quand on est là, et par le manque de moyens qu'il y a, les gens
n'ont pas le pouvoir d'achat, n'ont pas de quoi pouvoir acheter leurs courses ou leurs trucs dans un supermarché. Ils sont obligés de pouvoir essayer de s'orienter vers des produits low cost. Donc les magasins ou les petits primeurs qu'il y a aux alentours, eh ben, oui, ils ferment à fur et à mesure. Donc c'est un quartier qu'on est en train d'essayer de tuer à petit feu. Ce qui essaie de tuer, c'est l'absence de politique en fait. Je dirais l'absence de politique, l'absence de pouvoir reconnaître ces gens-là comme ils sont, de pouvoir les aider, essayer de les orienter dans des activités, dans des choses que on peut dire, comment on peut dire ça, sur des occupations. À l'époque, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais des sorties avec des animateurs. On allait sur la plage faire de la bouée tirée ou aller dans les calanques. Il y avait des personnes qui s'occupaient. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont restreint les budgets. L'État, la mairie, donc quand on réduit les budgets, donc automatiquement l'impact il est directement sur ces petits jeunes qui n'ont pas le choix que de pouvoir essayer de s'occuper dans le quartier. Et on remarque bien qu'il y a pas mal de gens du quartier qui n'ont même pas accédé au centre-ville par le manque de moyens aussi du transport. Exactement. Au quartier nord, on n'a qu'un bus et pour accéder au centre-ville, il y a au minimum entre 30 minutes et 45 minutes, voire 1 heure pour essayer d'y aller au centre-ville. La durée du ticket, il est d'1 heure. C'est-à-dire les personnes n'ont pas les moyens ou la flemme. 3,60 € pour aller en centre-ville, alors quand tu mets 2 heures, 3 heures à l'aller. Donc automatiquement on nous handicape et on ne nous donne pas l'accessibilité au centre-ville. Et ça nous met aussi la flemme de pouvoir perdre 3 heures juste pour arriver à un point et retourner. Donc quand on regarde dans les quartiers sud ou dans le centre-ville, on a le métro qui est accessible, on a le tramway, on a le bus, et le vélo, les trottinettes. Donc vraiment voilà, elle est là la réelle fracture sociale que je dénonce au tas de collectifs ou des associations qui dénoncent aujourd'hui. C'est ce délaissement des partis politiques. Et voilà. Et aujourd'hui, à travers notre lutte, nous, chez McDonald's, et c'est pour ça que je suis content de ce restaurant, je suis fier de travailler parmi mes camarades et dans un quartier qui est sensible, de pouvoir essayer de tendre la main à cette jeunesse, comme moi, on m'a tendu la main. J'ai appris à connaître les règles de l'entreprise, le respect, le partage. Et je me suis dit, voilà, il va falloir qu'on puisse se battre. Et quand on a appris comment il fonctionnait le système, on a vu qu'il y avait de l'abus social. C'est pour ça qu'on essaye de dénoncer toutes les discriminations sociales. On dit stop à la discrimination sociale parce que cette multinationale fait des milliards d'euros et ne partage pas ses gains. La seule chose qu'elle essaye de faire, c'est d'user de la sueur des salariés. Un simple 13e mois, c'est rien pour un salarié qui gagne entre 800 et 900 euros de pouvoir partager un arbre de Noël à la fin de l'année pour des personnes qui ont des enfants ou de pouvoir partir en vacances l'été. Donc ça a été une longue lutte qu'on a réussi à obtenir sur ces 24 restaurants à l'époque.
On a réussi à mettre une US en place, de reconnaître que chaque restaurant faisait partie d'une unité économique et sociale. Et c'est de là qu'on a réussi à mettre en place un CE, que c'est important, des représentants du personnel dans chaque site, et le CHACT pour tout ce qui est conditions de travail. Donc on s'est servi de ces outils-là. On remercie nos ancêtres parce que nos ancêtres se sont battus pour pouvoir essayer de mettre ces outils en place, parce que le code du travail, il vient Les luttes sociales qu'il y a eu, exactement, tout exactement, ça vient de eux. Et aujourd'hui, avec le temps, quand on regarde la réalité d'aujourd'hui, ce que ces patronats ont réussi à soudoyer certaines personnes, ou je ne dirais pas des organisations syndicales, mais des personnes, les bureaucraties qui se sont mises en place. exactement, pour pouvoir essayer d'exploser le code du travail, pour pouvoir, en explosant ce code du travail, pour pouvoir désarmer les salariés. Et aujourd'hui, on se sent vulnérable, parce que on le voit très bien dans notre lutte sur cette fraude sur cette session qui est frauduleuse, qu'on essaye de dénoncer depuis plus d'un an. On a très peu de moyens de pouvoir essayer de revendiquer cette injustice, et essayer de dénoncer la machine en marche qu'ils ont mis en place pour essayer de faire disparaître le bastion syndical, les salariés qui existent depuis 20 ans ou 27 ans dans cette entreprise. Ouais, tu peux peut-être répondre si tu veux. 5 minutes, je réponds. Donc, on s'est rendu compte, en fait, avec le temps, quand ces 24 restaurants appartenaient à un seul franchisé, et qu'on avait plus d'acquis social ou plus de droits que d'autres restaurants, ou que d'autres restaurants dans la France, d'autres McDonald's. McDo, on n'est pas le modèle social qu'ils veulent. Leur modèle social, c'est la rentabilité et d'essayer de privatiser leurs gains. C'est le seul modèle social, et soigner bien sûr leur image. Donc nous, on a réussi à essayer de s'organiser. Quand on a commencé à voir que ces 24 restaurants, que McDonald's France est rentré en guerre avec le franchisé à l'époque qui s'appelait Francesco Breccia, et ils ont commencé à lui enlever ses premiers restaurants. Que ces restaurants, M. Abbassi qu'en a bénéficié, parce que on est triste de savoir une personne comme ça qui vient de Paris, qui a été projetée sur le continent marseillais, qui est un ancien délégué syndical. Normalement, un délégué syndical, pour nous, il représente les salariés. Il est là pour défendre l'intérêt des salariés, et se dire aujourd'hui qu'il est patron. Aujourd'hui, il fait quoi? Il est franchisé aujourd'hui. Il est franchisé, normalement, il doit avoir une conscience de Comment ces restaurants il les gère un peu. il gère ses salariés, comment il les traite? Il les gère comme on gère des animaux, du bétail. Il a montré quand il a récupéré l'un de ses premiers restaurants que McDonald's lui a donné. Ça a été le restaurant de Canebière en 2006 et Bonneven. Il a fait disparaître les délégués du personnel pour mieux essayer d'accentuer sur cette fracture sociale qu'il a mis en place, qui est ce modèle social que McDo. Le désarmement des travailleurs, c'est quoi le traitement des syndiqués comme toi qui aujourd'hui luttent pour la protection des travailleurs? Comment est-ce que le franchisé et l'enseigne, c'est quoi leur traitement, c'est quoi leur
Leur traitement, c'est de faire disparaître les délégués du personnel ou les représentants pour pouvoir essayer de mettre leurs représentants à eux. Il est là et ce qu'on vit aujourd'hui quand on désigne une personne de suite, il est contesté et on est obligé d'y aller au tribunal pour essayer de faire valoir nos droits et de dire c'est de la discrimination syndicale. On a désigné un élu et ce franchisé, quand il a fait disparaître en 2006 les représentants, les DP, ensuite il a fait disparaître tous les anciens salariés pour essayer de régner dans sa franchise en faisant disparaître les accords qu'on a mis en place, le 13e mois, la participation aux bénéfices. Et jusqu'en 2014, il n'a plus rien donné à ses salariés. Donc nous, on est rentré en 2012 en lutte contre lui pour pouvoir essayer de remettre ces acquis-là. De reconnaître que dans notre franchise, ou l'ancienne franchise, ces salariés bénéficiaient de ces accords. Il a essayé, donc il devait récupérer quelques autres restaurants. Nous, on a réussi à bloquer ces restaurants. On lui a dit il va falloir qu'on mette en place un socle social. C'est-à-dire que tous les salariés ont les mêmes embauches, ont les mêmes formations, ont les mêmes évolutions. L'hamburger qui soit d'un restaurant à un autre a le même goût. Pourquoi on se dévoue de la charte sociale? Aujourd'hui, cette charte sociale, elle est importante. Je pense qu'un salarié chez nous qui bénéficie un 13e mois au bout de 12 mois, le salarié qui est d'un autre restaurant, il est jaloux. On ne comprend pas pourquoi il ne peut pas avoir un simple 13e mois, et parce que le travail est fourni de la même façon. Et là, on est rentré dans une grosse lutte avec McDo. En 2014, vous voyez, normalement, ils y sont. Vous allez retrouver des articles sur Facebook ou sur Google. Sur cette lutte, on a réussi à bloquer le fournisseur. On a mis 215 McDo en rupture. Donc 215 McDo, et McDo à peu près représente un chiffre d'affaires par jour entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc fois 215, ça douille un peu pour McDonald's et leur image. Et ça a payé. Et ça a payé parce qu'on a réussi à la suite à contractualiser le 13e mois, la participation bénéfice, la mutuelle à l'époque qui était prise en charge à 85% par le patron. Donc on s'est dit, nous, là on a réussi à sécuriser les salariés qui doivent quitter l'entreprise. Et quand on avait fermé ces restaurants-là, quand on avait bloqué la chaîne de distribution, à l'époque, il ne nous restait plus que 17 restaurants dans la franchise. Donc nous aussi, on était menacés de pouvoir quitter la franchise. Comme on était un peu le bastion syndical qui était résistant, on s'est dit, bon, la meilleure stratégie qu'on peut avoir, essayer d'aller rencontrer d'autres camarades. Et on remercie le journal L'Humanité, la Marseillaise, d'être rentré en contact avec Loïc, qui est un camarade de Paris, qui est une personne qui lutte et corps et âme pour pouvoir faire valoir les droits des salariés. Et de là, on a réussi à essayer de converger nos luttes, partager un peu nos misères, essayer d'échanger et comprendre la stratégie de McDonald's et de ses patronats. On s'est rendu compte qu'ils sont là, ces patrons ou ces franchisés, un laps de temps, 3 ans, 5 ans. Nous, à peu près tous les 3 ans, on change de franchisé. Donc c'est le 4e ou 5e franchisé qu'on a. Et c'est le 3e ou 4e franchisé qui nous dit je perds de l'argent, mais c'est un menteur. C'est un menteur, oui. On a la preuve A plus B qui ne perd pas de l'argent.
Oui, le restaurant perd de l'argent. Mais quand on regarde par le biais de l'expertise qu'on a désigné, on a désigné un expert OCE, une expertise sur l'économie. On a vu que McDonald's se servait sur notre franchise plus de entre 3 et 4 millions d'euros par an. Que le franchisé récupérait entre 900 et 1 million d'euros par an dans sa holding. Donc, et que la structure, elle perd 400 000 euros. C'est dit mince, il y a vraiment un sacré souci. Ils ouvrent le robinet pour eux et ils ferment les robinets pour les petits salariés, pour nous, pour pas donner la participation bénéfice, pour pas pouvoir donner des augmentations annuelles, pour essayer d'avoir un argument pour pas faire des NAO corrects et convenables. Et ça, le camarade de Paris, il a démontré, Gilles Bomba, il explique très bien. Donc on le remercie aussi à lui et Eva Joly d'avoir mis sous les projecteurs l'évasion fiscale. Donc nous aussi, on est là-dessus, et on soutient ces camarades-là. Donc on s'est posé des questions. L'enquête, elle a été déposée en 2013. En 2016, il y a eu perquisition, 2 fois chez McDonald's. McDonald's n'a pas été inquiété. Jusqu'en 2018, il y a un article qui parle de eux. Et pour vous dire que ils sont protégés, on se demande s'ils sont protégés, mais par qui? Parce qu'ils ont essayé de s'octroyer le droit de pouvoir négocier un peu comme Amazon et d'autres enseignes multinationales sur une amende de plus de 300 millions d'euros. Mais nous, on leur dit, il est hors de question. Il est hors de question parce que cet argent-là qui a été évadé, il y a plus d'1 milliard d'euros qui a été évadé. Sur ces 1 milliard d'euros, il y a le client. Quand il vient, il paye son menu. C'est son argent. Au lieu qu'elle soit redistribuée dans notre territoire, elle est évadée. Cet argent-là qui est évadé, elle impacte quoi? Elle impacte nos instituts, nos crèches, nos hôpitaux, nos commissariats même. Elle impacte les transports, exactement. Et on se demande aujourd'hui pourquoi on vit dans des situations insalubres, indignes, précaires. Et elle est là, la réalité, et c'est ce qu'on essaye de démontrer à tout le monde. Se dire qu'il est hors de question que McDonald's puisse négocier ou tenter d'essayer de négocier sur une amende et qu'elle ne redistribue pas cette richesse qu'elle a tant gagnée, parce que le client aujourd'hui, on lui vend un produit, une image, mais cette image-là, en fait, le client, il n'est pas conscient. Et heureusement que les Gilets jaunes ont pris conscience de cette entourloupe, cette injustice qu'elle n'est pas redistribuée dans notre territoire. Et c'est pour ça qu'on dit stop à l'évasion fiscale. Et un slogan qu'on dit aussi que nous, en tant que salariés, c'est frite par frite, nugget par nugget, nous reprendrons le fric de McDonald's. Pourquoi on chante ce slogan? Parce que dans cette évasion fiscale, il y a notre participation bénéfice que McDonald's qui ne redistribue pas à ses salariés. Parce que quand on met un restaurant en échec, on dit qu'il ne gagne pas d'argent, ou quand on voit comme le restaurant c'est emblématique, qui est sur les Champs-Élysées, c'est un restaurant qui génère un chiffre d'affaires monstrueux, phénoménal, faramineux, que ce restaurant ne fait pas de bénéfices. On se pose vraiment des questions. On se dit que waouh, McDonald's, aujourd'hui, on ne lâchera pas l'affaire. Déjà sur l'évasion fiscale, de pouvoir payer sa dette à l'État.
de redistribuer cet argent-là à l'État. Et nous, en tant que salariés, on demande notre droit sur la participation bénéfice. Parce que si cet argent-là a été évadé, il y a notre argent. Il y a l'argent des salariés. Et la lutte de Saint-Barthélemy n'est pas qu'une lutte propre à notre quartier. Elle est, oui, propre à notre quartier, mais elle va plus elle est vraiment plus large que ça parce que c'est sur les travailleurs précaires, c'est sur l'abus du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, un simple salarié, s'il n'est pas protégé, qui ne respecte pas leurs règles, pas le règlement, leurs règles ou leur humeur, il est licencié. Et on utilise notre jeunesse, c'est des étudiants qui essayent de pouvoir accéder à des études supérieures, que soi-disant McDo embauche des étudiants. En fait, ils utilisent nos étudiants comme des chiffons grilles. Une fois qu'ils les usent, on les jette à la poubelle parce qu'on leur impose les horaires. Les horaires, elles sont très tardifs. La plupart des franchisés ne payent pas les heures de nuit. Donc la personne, elle est obligée de se sacrifier ou de sacrifier de sa personne, de pouvoir travailler très tard et se lever très tôt pour essayer d'y aller à l'école. Et quand il y a un manque de sommeil, donc il y a un manque de concentration à l'école et ainsi de suite. Et voilà, c'est un des facteurs d'échec scolaire. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, oui. Tu parles des étudiants et du coup ça fait longtemps que tu es en lutte contre McDonald's. Et j'ai deux questions du coup, mais déjà, comment ça se passe par rapport au fait que vous vous mettez en grève contre la franchise? Donc, du coup, dès que vous avez des avancées, de ce que j'ai compris, dès que vous avez des avancées avec une franchise, il faut tout reprendre dès que ça change de délégation. En fait, c'est comme quand on change de sous-traitant, les employés ils se refont. C'est exactement ça. Moi, ça fait 20 ans, ou pour la plupart des camarades, ça fait 20, 27 ans, 15 ans qu'ils travaillent pour cette enseigne-là. À chaque franchisé qui arrive, on est obligé de prouver notre bon et loyaux notre bon et loyauté, exactement. Et ça, c'est un peu triste parce que aujourd'hui, il vient, il s'installe et on sait qu'il est là pour tirer sur la machine, essayer pour gagner de l'argent. On ne dit pas qu'il ne devrait pas gagner de l'argent, mais il ne devrait pas abuser de notre sueur parce que pour gagner de l'argent, il va falloir qu'il fasse disparaître le 13e mois. À chaque fois, il y a un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat, il y a un nouveau gestionnaire et nous, on est là en train de... Il y a un nouveau règlement et on est réellement perturbé. C'est pour ça qu'on dit à McDonald's, on ne peut pas se baser sur la convention collective parce que la convention collective, à l'intérieur, on inclut les snacks du quartier. Un snack ne génère pas le même chiffre d'affaires que McDonald's, ne génère pas le même nombre d'employés que McDonald's. Et aujourd'hui, on est un peu meurtri par cette politique sociale que McDo se dévoue, ne prend pas ses responsabilités. Mais par contre, McDonald's, c'est elle qui donne la confiance de la marque à ses franchisés. Et le franchisé, je vous dire, aujourd'hui, n'est pas un réel patron, est un super salarié. Parce que si c'était un réel patron, n'importe quel patron, si les prix d'une marchandise ne le conviennent pas, il change de fournisseur. Mais McDo, les franchisés n'ont pas le choix d'acheter leur salade chez MB, Martin Bauer, qui est une filiale de McDonald's. N'ont pas le choix que d'acheter leur viande chez un seul fournisseur et il n'a pas le droit d'aller acheter sa salade au supermarché. Donc ils ont une tranche de prix à ne pas dépasser, ont un contrat de franchise où c'est des bailleurs. Donc, en fait, quand vous vous mobilisez, en fait, vous
cherchez à avoir des acquis sociaux vis-à-vis du franchisé, mais en même temps, en fait, vous attaquez aussi la multinationale qui est responsable indirectement de votre condition, quoi. Nous, on en veut à la multinationale qu'au franchisé, parce que le franchisé, c'est une pièce rapportée. Oui, c'est ça. C'est un intermédiaire qui est assoiffé, qui est assoiffé de la qui est assoiffé de la sueur des salariés. Donc lui, il est là, il se dit j'ai 20 ans d'exploitation, donc moi c'est 20 ans. Pour moi, voilà, c'est gagner un maximum. Et pour gagner un maximum, il va falloir faire cracher la machine. Et chaque année, nous donne des objectifs à atteindre. Et c'est toujours des objectifs à plus de 10%, plus de 20% du chiffre N-1 que l'année précédente. Donc, et si on n'a pas atteint les objectifs, ils nous disent on a perdu de l'argent. Mais non, on n'a pas perdu de l'argent. C'est là où ils nous masquent, où ils nous déguisent la mariée. On n'a jamais perdu de l'argent. Il y a un manque à gagner, certes, parce qu'on n'a pas atteint les objectifs que vous nous avez donnés. Mais si on compare aux années précédentes, les chiffres d'affaires ont toujours augmenté. Se dire, rien qu'on regarde un truc qui est rigolo, du franc à l'euro, il y a eu l'hamburger. Le prix de l'hamburger a doublé ou triplé, mais les salaires sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, les prix de l'hamburger, chaque année, ils augmentent. Même pour la taxe CO2. Aujourd'hui, oui, McDo paye la taxe CO2. Mais ce n'est pas McDonald's ou ce n'est pas le franchisé qui la paye. C'est le client. Parce qu'on l'inclut directement dans le menu. Et c'est ça qu'on essaye d'éveiller les consciences et faire prendre conscience surtout à la clientèle McDonald's aujourd'hui de pouvoir nous aider. De prendre conscience qu'aujourd'hui vous donnez votre argent, vous êtes en train de créer la perte de l'avenir de vos enfants. L'avenir de ce pays-là. Si nous on ne se serre pas les coudes et on leur dit à cette multinationale, aujourd'hui, nous, on vous donne de notre argent, on vient, on croit, on aime bien McDonald's, on aime bien votre hamburger. Alors cet argent-là qu'on vous donne, il va falloir qu'elle reste dans notre pays et qu'elle puisse essayer d'être redistribuée dignement. Là, on pourra équitablement. Là, on pourra essayer de commencer à faire peur à cette multinationale, comme ça s'est passé en Norvège ou au Danemark, je ne me rappelle plus. Qu'ils ont eu une longue lutte, qu'il y a eu des boycotts McDo, jusqu'à qu'il soit arrivé un modèle social correct. Et ce qu'on souhaite pour tous, ce que je dis, moi, on m'a dit que on est en train de dire la lutte de M. Guémari, c'est pas la lutte de M. Guémari, c'est la lutte des salariés. Je n'ai jamais demandé de l'argent. J'ai juste demandé de pouvoir respecter nos droits. Et de pouvoir respecter les droits sur lesquels on s'est battu. McDonald's répond, ou le franchisé, quand il répond, nous on récupère les restaurants, on maintient les acquis. Là, ça me fait rire parce que quand on dit un mensonge, on a essayé d'accompagner ce menteur jusqu'à la porte de son mensonge. Quand on nous dit, ouais, je garde... déjà, premièrement, nous, ce qui nous inquiète, c'est pas que vous puissiez garder ces acquis ou ces salariés qui puissent garder ces acquis-là. C'est les futurs salariés qui puissent accéder dans ces restaurants-là, qui puissent bénéficier de ces acquis-là. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent ces acquis-là pour les anciens, mais pour les nouveaux, ont un nouveau contrat. On crée la précarité déguisée. Elle est là, la réelle lutte, et ce que j'essaye de dénoncer haut et fort. Pendant des années, ça fait 20 ans que je suis à McDo, ça fait une quinzaine d'années qu'on a un 13e mois. Et pourquoi alors, si vous maintenez ces acquis, pourquoi vous ne les avez pas gardés en 2006 jusqu'en 2014? Et pourquoi en 2014, vous avez cherché à faire disparaître quand vous avez récupéré d'autres restaurants, qui est le restaurant de
de Chaves, de Saint-Charles et d'autres restaurants à ce franchisé qui se nomme Mohamed Abbassi, qui est d'ailleurs le McDonald's qui est là-bas lui appartient, de ne pas pouvoir garder ses acquis-là et ses salariés. Parce que ces salariés-là avaient le 13e mois contractualisé. Donc maintenant, ils ne l'ont plus. Et chez lui, le turnover, il est très élevé. On peut le voir. Donc, sur ces restaurants-là, là où ça nous attriste et ça nous fait mal au cœur, c'est que on arrive à régner sur cet empire-là avec une main ferme, une terreur de celui qui parle, il est dehors et on n'est que des petits pions, des petits pions. Et nous, ça nous met en rage et on ne peut pas lâcher ces droits durement gagnés et se dire aujourd'hui on ferme les yeux, monsieur Kamel, prends ton argent et tourne-toi de l'autre côté et laisse les autres et trace ton avenir. Déjà, je me suis déplacé dans les 4 coins de la France, que ce soit Rouen, Paris, Lyon, ou même je suis monté en Angleterre. C'est pas pour moi et c'est pas pour chercher la gloire. C'est juste pouvoir démontrer l'injustice sociale qui existe et se dire que McDonald's de partout vend les mêmes hamburgers et les produits de la même manière et traite ses salariés différemment. Aujourd'hui, moi, on me dit ou le restaurant de Saint-Barthélemy ou que c'est un restaurant qui n'est pas bien, il y a des mauvais salariés, il y a ci, il y a ça. Pourquoi on est mauvais? Parce qu'on a un 13e mois. On est mauvais parce que la participation bénéfice, même qu'on ne la touche pas, elle est contractualisée. Parce qu'on a réussi à démontrer vos manigances, parce qu'on a réussi à se battre pour pouvoir avoir des droits et essayer de pouvoir partager cette richesse. Pour nous, un 13e mois, aujourd'hui, est obligatoire parce que un 13e mois, quand on le donne, un salarié, on sait que ce 13e mois, ce salarié-là va essayer de faire quelque chose d'utile ou essayer même de payer ses impôts avec. Donc on sait qu'il le chie dans notre territoire. Il n'évade pas. Donc il contribue au système, à l'équitabilité, exactement, et à la redistribution. Donc on est content parce qu'un 13e mois dans un restaurant comme peu importe quel restaurant on prend, c'est un coût de main-d'œuvre entre 100 et 150 000 euros. Aujourd'hui, moi, je sais que je leur coûte beaucoup cher à McDonald's ou à ses franchisés. Par exemple, ce franchisé qui a récupéré 13 restaurants, je lui coûte plus de 1 300 000 euros par an. Parce qu'il paye ses impôts, en fait. Parce que non, il paye le 13e mois. Et quoi il va, Avec tout ce que vous avez fait. avec tout ce qu'on a fait et tout ça, aujourd'hui, il a donné un accord de principe qu'il allait mettre le 13e mois à 12 mois. Donc on est content parce que cette richesse-là, elle est redistribuée. Même qu'on essaye de faire un peu des montages financiers avec des holdings, des coquilles vides pour pouvoir optimiser un maximum. Nous, avec la rage, on a réussi à lui octroyer un droit qui existait, qui a fait disparaître, qu'aujourd'hui, il va le remettre aux salariés de sa structure, parce que de lui-même, il ne l'aurait jamais fait. Et il ne le fait pas. La lutte paye au final. Bien sûr que la lutte paye. La lutte a toujours payé. Et le plus dur dans une lutte, c'est de résister. Et
Et surtout, ce qui m'a fait mal, moi, dans cette lutte, c'est pas les coups de la multinationale ou du franchisé, ce qu'on s'est servi de nos frères. Quand je dis nos frères, qu'ils soient blancs, bleus, roses, n'a pas de couleur. Parce que c'est des frères de misère, des frères de lutte, des frères de travail. Elle est là, la fraternité. Pour moi, et j'y crois. Parce qu'on a réussi à nous frapper avec nos frères, essayer de les corrompre avec des augmentations salariales ou des évolutions. Je leur en veux pas, parce que ce serait trop faible de ma part de leur en vouloir, parce que pour moi c'est une faiblesse de pouvoir vendre sa dignité. Mais j'en veux à cette enseigne-là, parce que c'est cette enseigne-là qui donne les directives, c'est cette enseigne-là qui donne cet argent-là à des personnes faibles pour essayer de frapper c'est ce qui résiste encore. Parce qu'ils n'ont pas le courage, eux, de nous affronter directement. Ils utilisent des salariés. En fait, ils nous utilisent à nous, contre nous-mêmes. Parce qu'ils savent que notre force à nous, c'est nous. Et notre faiblesse à nous, c'est nous. Et par rapport avec les autres salariés, comment ça se passe pour s'organiser pour toutes les décisions et tout, par rapport aux grèves, comment vous faites On essaye de s'organiser avec les peu de moyens qu'on a, on essaye de faire des AG. Donc on essaye de fonctionner démocratiquement. Donc les décisions elles sont prises communes. De prendre soin des personnes, de toutes les personnes qu'il y a dans l'entreprise, parce que on écoute la personne qui a de l'expérience, mais aussi on essaye d'écouter la personne qui vient juste de rentrer, qui peut nous apporter aussi une autre vision et un autre savoir, et ne pas surtout le négliger, parce que de lui apprendre c'est quoi la lutte et qu'il puisse se protéger et essayer surtout d'enseigner à ses salariés de pouvoir apprendre à pêcher. Parce que de pouvoir ramener le poisson aux salariés, demain, si on a une rupture de poisson, on risquerait de les laisser crever de faim. Donc, mais par contre, si aux salariés, on lui apprend à pêcher, donc quoi qu'il arrive, il saura pêcher, il pourra ramener son propre poisson. Donc c'est une métaphore que je donne, c'est aux salariés d'apprendre leurs droits, de pouvoir se défendre. Et ça... Je reviens juste vite fait sur la répression syndicale. C'est un truc qui touche en ce moment de plus en plus d'entreprises. À Paris, on a pu le voir. Je peux parler des camarades du 92, que les pauvres, ça fait plus de 15 mois qu'ils sont sans salaire, ils sont en lutte, et qui ont essayé de faire trembler toute la sphère médiatique, politique, associative, syndicale. Pour qu'on puisse respecter leur dignité, exactement. Et aujourd'hui, on voit que la répression, elle est en train de monter crescendo. Elle est en train de monter crescendo sur l'intervention musclée sur un simple droit de grève. On le voit sur l'hôtel NH. Les camarades qui luttent contre ces personnes qui ont le pouvoir et l'argent, et surtout le pouvoir d'influencer. Parce que pour moi, un voyou, c'est quoi un voyou? Un voyou, c'est pas un jeune de quartier qui essaye de pouvoir s'exprimer et qui n'a pas le choix d'utiliser ou de faire des bêtises pour pouvoir essayer de pouvoir s'en sortir. Pour moi, le réel voyou, c'est celui qui est en col blanc. On a mis une vidéo sur Facebook sur un braquage que j'essaye d'expliquer le délit qu'ont commis ces personnes-là sur un braquage. Et
une vidéo choquante sur, pour nous, c'est une méthode de voyoucratie que le franchisé a mis en place sur la cession frauduleuse, sur le licenciement économique. Et la salariée, elle se plaint, elle lui dit ça fait une semaine que je ne dors pas, que le directeur, on lui a ouvert la tête. C'est quoi maintenant là, vous êtes fait braquer? Braqué le 5 mai. Et le franchisé, la seule chose qu'a su lui répondre, c'est bien. Dire, c'est crucial. Euh, c'est qui les voyous? C'est nous les salariés? Ou c'est eux, avec leur belle image et leur col blanc, se dire de pouvoir se donner le droit de tuer toute une famille, de vider un frigo, se dire de ne pas pouvoir donner l'opportunité à ces salariés-là de pouvoir remplir leur frigo et se dire qu'on perd de l'argent, que lui, il prend 11 333 euros par mois, il prend plus de 100 000 euros dans je ne sais même pas si c'est sa holding, parce que c'est les remontées qu'on a chaque mois dans le restaurant, sur le restaurant de Saint-Barthélemy, et entre 2000 et 3000, et entre 2000 et 4000 euros de voyage par mois. C'est quel salarié du restaurant qui se paye des voyages? Et le restaurant, il a une difficulté. Ou de faire des ruptures conventionnelles, plus de 200 000 euros à des salariés. Que c'est le restaurant de Saint-Barthélemy qui prend la charge de cette rupture conventionnelle. Aujourd'hui, qui est le voyou? Oui, ils nous disent que c'est nous les voyous avec des faux témoignages, des fausses plaintes. Et parce qu'on essaye de gueuler et essayer d'exprimer cette douleur. Parce que le plus difficile dans cette lutte, c'est de toujours se lever avec une douleur et essayer de la contenir et de l'exprimer de la meilleure manière pour ne pas être stigmatisé d'un voyou ou de pouvoir essayer de décrédibiliser notre lutte. Ce que je voulais rajouter dans cette lutte, quand on a résisté, c'est ça qui est le plus difficile. Aujourd'hui, on a réussi à avoir des mails sur la mise en place de cette session. Comment ils se parlent entre eux, comment ils se sont organisés pour nous mettre en échec. Comment ils parlent de nous plutôt, c'est ça. Comment ils ont mis certaines stratégies inhumaines et des enregistrements audio, surtout de stigmatiser certaines catégories de salariés, ou comment corrompre des organisations, pas des organisations syndicales, mais des délégués syndicaux, du chantage, quoi encore, il y en a tellement, de se dire, voilà, moi aujourd'hui, je crois au travail, je crois au respect. C'est pour ça que je lutte. C'est pour ça que je me dis que aujourd'hui, ce que mes parents m'ont inclus, ce que j'ai essayé d'apprendre tout le long de ma vie, c'est qu'on arrive à gagner sa dignité à travers le travail. Eh ben, on essaye aujourd'hui de lutter, de ne pas perdre cette dignité et ni de bafouer l'image du travailleur, parce que le travailleur, il essaye de se lever le matin, de pouvoir remplir son frigo, mais pas se lever le matin avec la boule au ventre et finir la soirée en burn-out. Parce que chez nous, il y a eu pas mal de salariés qui sont en burn-out, comme il y en a beaucoup dans d'autres entreprises. Et on essaiera de lâcher rien.
Parce que la victoire, pour nous, elle est devant nous. De perdre, on n'a rien à perdre. Parce que on ne demande rien de plus pour gagner quelque chose de plus. Juste on demande de préserver ces droits-là. Et ces droits-là qui puissent être redistribués dans toute la France.